prendre la parole à la place de Daniel Bohn, qui était notre hôte sur les réseaux de l'Université de Lille. En fait, un problème de santé l'empêche aujourd'hui de nous présenter cette dernière étape de ce colloque. Ce colloque, donc, qui nous a permis d'aborder d'une manière originale la construction de la mémoire des déportés depuis la zone rattachée au commandement militaire de Bruxelles. Donc, cette dernière séance nous permettra d'élargir encore notre connaissance de cette épopée véritablement. Vous le savez que là aussi, des circonstances indépendantes de notre volonté, c'était l'annulation d'un vol de transport aérien, a fait que nous avons dû reporter cette séance à aujourd'hui, 2 mai, mais chacun est à son poste et bon voilà, nous sommes heureux de vous retrouver à cette occasion. Alors, notre conférencier est à son poste, vous le connaissez déjà, c'est Laurent Thierry. Il est déjà intervenu, rappelez-vous, lorsque nous avons évoqué la résistance ouvrière avec le train des mineurs en juillet 1941. Je rappelle qu'il est docteur en histoire et chargé au Centre d'histoire et de mémoire de la Coupole de tout l'aspect historique du travail, et il a été l'artisan de ce travail gigantesque qu'il va nous présenter maintenant, qui était retrouver la trace et écrire la biographie des 9000 déportés partis de France vers Dora. Et notre modérateur, et je le remercie aussi d'avoir accepté de nous rejoindre, c'est Laurent Cellier, qui est agrégé d'histoire-géographie et qui est missionnaire. C'est donc Laurent Thierry, donc, qui est docteur en histoire, et notamment il a fait sa thèse sur la répression dans le Nord-Pas-de-Calais, et il en a d'ailleurs tiré un ouvrage qui est dans la bibliographie que nous présentons, et qui est responsable donc au Centre d'histoire et de mémoire de la Coupole, et il a pris, je pense, la succession d'Yves Le Maner, si je ne me trompe pas. Et je rappelais qu'il avait été l'artisan de ce travail gigantesque qu'il va nous présenter ce soir, qui était retrouver la trace et écrire la biographie des 9000 déportés de France vers Dora. Et le modérateur, et je remercie Laurent Cellier d'avoir accepté ce poste, qui est agrégé d'histoire-géographie, missionné par le rectorat au Centre d'histoire et de mémoire de la Coupole, et qui a participé aux très nombreuses activités de recherche de la Coupole et également à la réalisation d'un certain nombre d'expositions sur des thèmes variés, et qui a participé comme auteur à la rédaction d'un certain nombre de biographies. Voilà. Donc, je vous cède la parole et je vous souhaite bon courage pour ce travail de mémoire. Mais voilà, donc je vais vérifier. Normalement, on doit m'entendre. Oui. Si tout se passe bien. Voilà. Alors, donc, je te remercie d'abord, Odile. Je dis bonjour à tous les participants de cette réunion. Donc, tu as rappelé tout à l'heure, Odile, dans ta présentation, que nous étions tous les deux, nous travaillions tous les deux, Laurent Thierry et moi-même, à la Coupole. Donc, en fait, la Coupole, vous la connaissez tous. Donc, c'est un centre d'histoire et de mémoire qui va d'ailleurs fêter cette semaine ses 25 ans d'existence. Et Laurent Thierry est arrivé un petit peu après moi. Et moi, j'étais là à l'origine avec Yves Le Maner en 1996. Et Laurent Thierry, d'ailleurs, nous a très vite rejoints. Il aura peut-être l'occasion de revenir sur la genèse du projet Dora. Mais cela fait plus de 20 ans qu'on se connaît. D'ailleurs, Odile, on participait avant
réunion du rectorat ensemble avant que tu ne sois à la retraite. Alors, pour entamer un petit peu ce débat et cette conversation, vous savez, alors vous le savez tout, je vais aller très vite, je ne vais pas faire un historique de la coupole, mais la coupole est ce qu'on appelle une construction spéciale, et cette construction spéciale a été construite par les Allemands à partir d'août, pardon, 1943, d'octobre, même plus précisément d'octobre 1943, et la fin de la construction, alors que le site est inachevé, donc le site est abandonné en juillet 1944. Mais je voudrais commencer par une première question que je pose à Laurent Thierry. Est-ce que tu peux bien nous faire le lien entre la coupole, hein, le centre d'histoire et surtout l'ouvrage, le bunker lui-même, et le camp de concentration de Dora? Et puis, je te lis tout de suite une autre question. Sur le titre de ton ouvrage, hein, qui s'appelle Le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora, tu indiques en dessous, en sous-titre, camp de concentration et d'extermination par le travail. Et c'est vrai que l'extermination, c'est souvent un mot qui est lié au génocide des Juifs. Donc, peux-tu nous expliciter en même temps ce titre? Alors, merci Laurent, bonsoir à tous, merci Odile. Alors, je vous prie d'abord de m'excuser pour le report de la semaine dernière, un problème d'avion en effet. Puis je salue toutes les personnes qui sont là. J'ai vu qu'il y avait quelques auteurs du dictionnaire, Claude Fabre, Alain Triquet, peut-être que Joël, j'appelais le bois aussi. Voilà. Alors, j'ai entendu Laurent dire mon livre, mais ce n'est pas mon livre, c'est un projet collectif auquel il y a des gens qui ont leur micro encore allumé, auquel beaucoup de personnes ont contribué. Alors, pour répondre à tes deux questions, Laurent, d'abord, ce lien entre la coupole et Dora, il est évidemment lié à l'histoire de ces fusées B2. Hein. Vous le savez, le site de la coupole, le bunker construit sur ordre des nazis à partir de 1943 pour pouvoir abriter le site de préparation et de lancement de ces fusées B2. Hein. La coupole étant à moins de 300 km de Londres, c'est la cible principale pour Hitler. Il s'agit d'écraser la capitale britannique et essayer de renverser le cours de la guerre en imposant une paix aux Britanniques. Et puis le lien avec le camp de concentration de Dora, qui est créé à peu près à la même époque, hein, à la fin du mois d'août 1943, suite au bombardement du centre de Peenemünde sur la Baltique, où ont été mises au point ces fusées V2, et le camp de Dora, site souterrain, protégé. Là, on retrouve ces liens même physiques avec la coupole, l'idée d'installer cette usine protégée des bombardements dans des galeries souterraines très importantes. Je vais partager mon écran, je vais vous montrer aussi quelques images que j'ai l'habitude d'utiliser pour illustrer. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser aussi auprès de ceux qui m'ont déjà entendu parler et présenter l'ouvrage. Vous allez peut-être retrouver, peut-être faire quelques redites et puis vous remontrer, mais quelques images assez connues. C'est bon, vous voyez l'écran là? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Alors moi, je ne vois pas l'écran. Donc voilà, c'est cette fusée V2, hein, évidemment, que vous connaissez tous et qui est évidemment le lien fondamental entre cette histoire, qui a la particularité, que ce soit pour Dora ou pour la coupole, de nous emmener beaucoup plus loin que la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, quand on traite de cette question de cette fusée, de cette production, on parle de déportation, on parle de travail forcé, on parle d'armes de guerre, mais évidemment, il ne faut pas oublier tout ce volet de l'après-guerre qui nous emmène jusqu'à évidemment l'après-guerre et toute la deuxième moitié du XXe siècle, avec la question aussi de cette question éthique de la récupération de ces scientifiques nazis qui ont mis au point ces fusées et qui n'ont pas hésité à signer un pacte avec le diable et à recourir à de la main-d'œuvre forcée issue des camps de concentration pour produire cette fusée. Et d'ailleurs, un point fondamental, à mon avis, qu'il faut rappeler dans cette histoire, c'est le fait qu'il n'y a pas de frontière étanche entre ces scientifiques qui sont d'abord principalement réunis sur la Baltique à Peenemünde et qui vont mettre au point ces fusées, parce que ce sont eux-mêmes, notamment Arthur Rudolph, hein, qui est un des principaux acteurs qui va être chargé, lui, de la mise en place de la production de ces fusées, d'abord à Peenemünde, et c'est Arthur Rudolph qui va prendre l'initiative de solliciter la SS à partir du printemps 1943, au moment où on décide de produire cette fusée en masse, et il s'agit pour ces scientifiques de faire venir ces détenus
de camps de concentration. On va les extraire de Buchenwald, hein, comme par la suite pour Dora, pour les faire venir sur l'île de Peenemünde. Donc, on va commencer au recours à cette main-d'œuvre forcée de déportés, dont des Français. Hein. Il y a à peu près 400 Français du premier convoi de France parti de Compiègne en juin 1943 qui vont être affectés à cette usine d'assemblage des fusées V2 à Peenemünde. Et qui seront ensuite transférés à Dora après le bombardement du site et la création du camp de concentration. Donc, voilà, vous avez une carte avec ces différents lieux, hein, le centre de Peenemünde qui est au nord de la Baltique, qui est vraiment un site protégé, qui a été choisi justement pour installer ce centre de recherche au milieu des années 30 pour évidemment garder le caractère secret de la recherche autour de cette arme. Et puis l'implantation du camp de Dora, hein, au cœur de l'Allemagne, qui va prendre ces différents noms de code, Mittelwerk pour usine du centre, qui deviendra le camp de Mittelbau en octobre 1944, vraiment qui renvoie à cette notion de localisation au cœur de l'Allemagne, mais évidemment un site qui est codé à plusieurs reprises de différents noms parce qu'on est sur un site secret pour produire une arme particulièrement sensible et stratégique pour les nazis. Personnage clé aussi, on parle beaucoup des scientifiques, mais aussi il faut rappeler le rôle clé de Hans Kammler, hein, qui est surnommé le manager de la mort. Cet ingénieur brillant va très vite s'engager dans la SS, dans le parti nazi, et qui est à l'origine de la mise en place, de la création du système de mise à mort à Auschwitz, qui va être chargé de la construction des crématoires et des chambres à gaz. Donc c'est quelqu'un qui a une pratique, une expérience déjà malheureuse évidemment, mais un succès pour les SS, et qui va être sollicité par la SS, par Himmler, pour lancer ce projet que va être Dora et l'installation de cette usine, probablement la plus moderne, la plus perfectionnée pour construire l'engin le plus complexe qui a été produit pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fusée V2. Donc c'est évidemment un homme qui ne fait preuve d'aucune compassion et qui met la priorité absolue sur la production militaire, les enjeux militaires, au détriment de la vie des milliers d'hommes, de déportés, de travailleurs forcés qui viennent des quatre coins d'Europe, hein, depuis la France jusqu'à l'Union soviétique, qui sont envoyés de force dans ces différents camps de concentration. Alors, on va m'attarder trop sur Dora, mais vous le savez, Dora, ce sont deux tunnels qui ont été creusés avant la guerre, hein, dans les années 30, qui devaient servir de stockage d'hydrocarbures. Ce sont deux tunnels gigantesques qui mesurent près de 2 km de long, qui traversent complètement une montagne du Harz et qui sont reliés par une cinquantaine de galeries transversales qui mesurent 150 mètres de long. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est surtout au moment où on va décider d'envoyer les premiers déportés du camp de Buchenwald, c'est-à-dire à la fin août 1943, un premier commando de 100 hommes, hein, dans lequel il y a quelques Français déjà, extraits du camp de Buchenwald pour préparer ces tunnels et préparer la construction de l'usine et l'arrivée des nouveaux détenus qui vont arriver par milliers très très vite. Dans ces tunnels, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a une température ambiante constante qui est à moins de 10 degrés, 80% d'humidité, et tout est à faire. Il faut déblayer, il faut surcreuser certaines galeries, il faut finir le creusement de l'entrée du tunnel A, hein, que vous avez ici, et ce sont des milliers de déportés qui vont être astreints au travail forcé, en particulier des Français. Hein. Il faut aussi se rappeler qu'on est dans un contexte d'une accélération forte des déportations depuis la France. Il y a un lien fondamental entre la situation en France, la collaboration, le régime de Vichy, qui permet aux autorités allemandes en France aussi de multiplier les déportations. Ce n'est pas un hasard si les 8 convois qui partent entre le mois de juin 1943 et la fin janvier 1944 depuis le camp de Compiègne, ce sont plus de 10 000 hommes. Tous ces convois partent vers Buchenwald. Près de la moitié de ces hommes vont ensuite être affectés au commando de Dora, parce qu'il y a un programme Dora, qu'il faut affecter de la main-d'œuvre dans ce nouveau camp, qui est une priorité à ce moment-là. Vous voyez, il y a aussi des corrélations à faire avec la déportation depuis la France. Alors, quelques images, vous les connaissez, mais ce qui qualifie la situation dramatique de Dora pendant cette première période, c'est évidemment le fait qu'à Dora, il n'y a pas de camp. Contrairement à ce qu'on a déjà vu dans le système, au moment où le système concentrationnaire se transforme principalement à l'été 1942 et que l'enjeu économique devient fort, que l'on va utiliser ces hommes dans le cadre de la production militaire, on va voir essaimer tout un nombre de camps-usines. Mais dans la pratique, souvent, c'est le cas à Henkel, par exemple, un des grands commandos de Sachsenhausen. On va d'abord envoyer un commando d'hommes qui va être chargé de construire des baraquements, une clôture, tout un système pour accueillir des déportés parfois qui vont arriver, qui vont être logés et qui travailleront dans ces usines.
La particularité de Dora, c'est que pendant les premiers 8 mois d'existence du camp, il n'y a pas de ce lieu, il n'y a pas de camp, et les déportés vont devoir vivre, travailler, dormir et souvent mourir en permanence directement à l'intérieur de ces tunnels. Vous avez ici un dessin qui a été réalisé par René Souquet au retour qui montre ce que les déportés, les survivants ont appelé les clapiers. Ce sont ces 3 galeries à l'entrée du tunnel B dans lesquelles en permanence près de 5000 hommes vont se succéder en fonction des équipes de nuit et des équipes de jour, et vous pouvez imaginer dans quelles conditions, ce qui explique cette très très forte mortalité à l'intérieur de ce camp qui fait de Dora au moins pendant ses premiers 8 mois d'existence, un des camps de concentration, enfin à l'époque c'était un commando de Buchenwald encore, un sous-camp du camp de Buchenwald, un des commandos les plus meurtriers. Alors là, ça me permet de répondre à ta deuxième question, Laurent, c'est cette question d'extermination par le travail. C'est vrai qu'elle peut, on fait poser la question, elle peut choquer. Mais le travail de recherche justement sur cette mortalité très importante à Dora, il a permis évidemment de mettre en avant cette surmortalité en comparant par rapport à des camps de concentration ou d'autres commandos. On n'est pas à Dora sur un centre de mise à mort, il n'y a pas de chambre à gaz pour se débarrasser des gens qui ne peuvent pas travailler ou pour exterminer certaines catégories de personnes. Il y aura d'autres, on y reviendra peut-être, mais il y aura d'autres méthodes, d'autres outils utilisés par l'ASS pour se débarrasser de certaines catégories de population, notamment tous ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qu'ils considèrent comme invalides, inaptes au travail et qui causeront des taux de mortalité assez effroyables. Mais malgré tout, je pense que cette qualification d'extermination par le travail, elle se justifie. D'abord par cette très très forte mortalité qui est due aux conditions de détention, au travail forcé dans ces galeries souterraines. Et puis il y a un deuxième élément qui renvoie là à l'envoi à partir principalement de 1944 des premiers déportés juifs dans ce camp de Dora. Il faut savoir que le camp de Dora, qui va compter près de 60 000 détenus, toutes catégories, toutes nationalités confondues sur toute sa période d'existence, n'est pas un camp où les juifs vont être majoritaires. Mais du fait des évolutions de la guerre, alors d'abord en 1944, c'est une évolution économique et stratégique, c'est-à-dire que vous savez que le Reich est fait de sursaut, et à un moment, à partir de juillet 1944, où on va commencer à voir certains camps d'extermination de l'Est, je pense Majdanek, les premiers camps qui vont être évacués par les SS du fait de l'arrivée des Soviétiques, et puis aussi parce qu'on a aussi besoin de cette main-d'œuvre et qu'on va de plus en plus sélectionner des hommes aptes au travail et des femmes aptes au travail dans les convois qui arrivent de la Shoah depuis les différents pays d'Europe. On va voir malgré tout arriver à Buchenwald et certains transferts de juifs vers Dora. Puis évidemment, il y aura aussi d'autres circonstances, et là c'est principalement là où on verra les juifs arriver massivement à Dora. C'est au mois de janvier 1945, au moment de l'évacuation du complexe d'Auschwitz, où là ils vont arriver plusieurs milliers d'hommes, près de 500 femmes, dont Simone Veil, sa mère et sa sœur, vont arriver dans ce camp et vont connaître des conditions particulièrement dramatiques. Si on regarde les archives du camp, dont on y reviendra tout à l'heure, mais on a la chance d'avoir une masse d'archives originales, c'est-à-dire produites du temps des SS qui a été conservée, on peut voir que, en fait, on peut montrer que ce processus d'extermination qui vise les Juifs, alors évidemment, ce n'est pas une extermination par des gazages successifs, mais on va voir que dans les documents, en particulier les documents de l'infirmerie, on va trouver aussi des rapports sur les décès qui sont mensuels jusqu'au mois de mars 1945, on voit qu'il y a toujours une distinction entre les morts ariens, évidemment dans la qualification SS, toutes les nationalités et toutes les origines, et puis on fait toujours une distinction avec les juifs morts du fait des conditions des camps à Dora et dans les différents commandos. Et ce qui va être intéressant de voir, et c'est là où on voit qu'en fait, on peut imaginer qu'il y a une forme de prolongation de l'extermination qui n'est plus possible par les gazages dans les différents camps de mise à mort de l'Est qui ne peuvent plus être utilisés. Mais on va voir dans ces camps, on va voir se transposer cette forme d'extermination où là, elle est par le travail forcé, les conditions et la violence, mais elle frappe plus particulièrement ces juifs, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux. On remarque qu'ils sont en surreprésentation parmi les décédés, parmi le taux global de décédés. Donc, ça interroge sur cette question d'extermination à l'intérieur de Dora. D'accord. Alors, tu nous as parlé de déportés juifs, de 60 000 déportés juifs donc, qui sont passés par le camp de Dora. Non, 60 000, toutes catégories confondues. Oui, bien sûr, 60 000, toutes nationalités confondues. Parmi ces 60 000, il y a 9 000 déportés partis de France. Tous ne sont d'ailleurs pas français. Tu auras peut-être l'occasion de
de revenir là-dessus. Mais là, ici, puisque le colloque est consacré à la mémoire des déportés donc, qui sont partis depuis la zone rattachée de Bruxelles, est-ce que tu pourrais nous indiquer si des déportés du Nord-Pas-de-Calais sont passés par le camp de Dora et ont-ils des spécificités particulières? Oui, alors j'avance un petit peu dans mes images, hein. Je vous avais mis des photos de l'usine, mais vous les connaissez certainement, hein, ces photos en couleur prises une fois que l'usine fonctionne au mois de juillet 1944, et puis ce complexe qui va ensuite regrouper près d'une quarantaine de camps annexes au moment où Dora devient ce dernier né des grands camps de concentration SS du Reich, hein, au mois d'octobre 1944 sous le nom de Mittelbau. Et puis ces images de la libération, donc 60 000 détenus, à peu près un tiers de morts ou disparus du fait des conditions de détention au camp. Alors oui, c'est aussi ce qui est intéressant quand on travaille sur une population globale dans un camp et qu'on s'intéresse évidemment à ses origines. Parmi ces 9000, j'ai l'habitude de dire que c'est aussi un livre, un projet qui permet d'aborder à la fois les formes de déportation, des plus connues dans la mémoire collective, c'est-à-dire la zone occupée, les convois massifs qui partent principalement de Compiègne et qui emmènent vers Buchenwald ou vers les grands camps, mais aussi toutes ces formes de déportation qu'on a eu l'occasion d'aborder, d'expliquer dans les différentes conférences qu'on a pu avoir face à ce cycle organisé ici. Et si on s'intéresse plus particulièrement au Nord-Pas-de-Calais, on va retrouver en fait toutes ces formes de déportation qu'on a pu aborder. Donc, il y a à peu près 400 déportés originaires du Nord ou du Pas-de-Calais, hein, dont l'histoire est écrite dans cet ouvrage. Et on va retrouver dans ces parcours les différentes mémoires, pas uniquement, alors très majoritairement, hein, comme c'est dans le cas du livre, des déportés politiques et résistants, hein, qui sont arrêtés pour un acte qu'ils ont commis ou qu'ils sont susceptibles d'avoir commis, déportés selon différents processus. Donc ça représente à peu près 200 personnes, à peu près la moitié des 400. Et les 400 autres déportés, donc ce sont des hommes, hein, eux sont issus du contexte principalement, hors Nord-Pas-de-Calais. Ils sont partis très, très majoritairement du reste de la France. Et puis on le verra, d'autres cas qui peuvent être arrêtés directement sur le territoire du Reich. Alors, si on s'attarde d'abord sur les 200 qui sont arrêtés et partis directement depuis le Nord-Pas-de-Calais, on retrouve les différentes catégories qu'on a pu aborder. J'avais eu l'occasion, je crois, lors de l'intervention sur le convoi des mineurs, d'aborder, il y avait une question justement sur la question des Nachtrunnebel, des déportés Nachtrunnebel. Il faut savoir que ça renvoie au système d'occupation et qu'on a pu aborder aussi avec Induem sur la question du rôle majeur que va avoir l'administration militaire, la justice militaire dans ces deux départements. Donc, on va retrouver des gens, des hommes, qui relèvent de déportations judiciaires et carcérales, et c'est le cas des NN. Donc, ce sont près d'une centaine de NN du Nord-Pas-de-Calais. Ce sont très souvent des gens qui appartenaient à des organisations de résistance, qui vont connaître un parcours assez similaire, être envoyés secrètement dans des prisons du Reich, de détention préventive, d'abord dans la Ruhr, et puis ensuite, à partir de 1944, en Silésie, évidemment, pour éviter que ces gens, en cas de bombardement, puissent s'évader. Il y a toujours la notion du secret autour de ces personnes. Ils vont être assemblés majoritairement à la prison de Groß-Retlitz, hein, qui est à l'époque en Allemagne et aujourd'hui en Pologne, jusqu'au moment de l'abrogation, l'arrêt de cette procédure Nachtrunnebel, c'est-à-dire au mois de septembre 1944. Et à ce moment-là, vont être remis au service de la SS qui va décider de les envoyer dans le camp de concentration le plus proche. Et le camp le plus proche en Silésie, à ce moment-là, c'est le camp de Gross-Rosen, dans lequel vont être envoyés de nombreux Belges et de nombreux résistants du Nord-Pas-de-Calais. Le camp de Gross-Rosen est évacué au mois de février 1945 du fait de l'avance des Soviétiques, et la très grande majorité des hommes évacués de ce camp, comme les camps de l'Est, hein, vont se retrouver dans les camps du centre de l'Allemagne, et on va en voir arriver plusieurs milliers à Mittelbau-Dora. Donc on retrouve dans CNN des grandes figures de la résistance, des noms que vous avez certainement déjà vus. Il y a toute cette série de médecins, hein, qui souvent étaient résistants dans le mouvement OCM, le docteur Duflo, le docteur Michel Poitot, le docteur Artisson d'Arras. On trouve notamment Victor Ducatel, hein, le papa de Nelly-France Ducatel, qui va malheureusement périr également à Dora. Donc, on retrouve ces gens qui arrivent très, très tardivement à Dora, hein, au mois de février 1945, donc ils vont connaître une très, très courte période. Mais il faut le dire, souvent des gens qui arrivent dans un état déjà très affaibli, très diminué, parce que le camp de Gross-Rosen a été vraiment une épreuve
particulièrement difficile. Il y a déjà eu beaucoup de morts au camp de Gross-Rosen avant d'arriver au camp de Dora. Et évidemment, ce transport dramatique et puis les conditions dans le camp de Mittelbau-Dora en 1945 vont accentuer cette mortalité. Et ce sont près des 3/4 de ces 100 déportés Nahrtun-Nebel qui vont périr après leur arrivée à Dora. Donc, on retrouve l'histoire de ces hommes. Et puis, dans ces personnes parties depuis le contexte du Nord-Pas-de-Calais, on retrouve une trentaine de mineurs déportés dans ce convoi des mineurs, qui vont aussi, pour beaucoup, être transférés directement de Buchenwald en septembre 1943, parce que, évidemment, la nature particulière du chantier de Dora, creuser des galeries, aménager des galeries, va nécessiter des compétences propres. Et là, on va sélectionner un convoi de mineurs, de près de 60 mineurs. La majorité sont issus du convoi de 41 et vont donc se retrouver à Dora. Les survivants seront transférés ensuite dans les nouveaux commandos du printemps 44, où là aussi, il faut encore creuser des galeries et avoir des compétences particulières pour ce travail de forçat et de mineurs, donc vers Elrich ou vers Arzungen, où beaucoup vont décéder. On en trouve encore une petite trentaine qui vont partir dans ces convois assez spécifiques de l'été 1944, juillet-août 1944, qui sont les premiers convois massifs qui partent depuis la Belgique vers les camps de concentration, sur l'ordre de l'autorité militaire et de la Gestapo de Bruxelles, et une partie de nombreux résistants, des témoins de Jéhovah aussi, vont être arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais, transférés à Bruxelles et déportés depuis Bruxelles vers le camp de Buchenwald, selon la procédure de la Schutzstaffel, qui permet d'envoyer directement dans un camp de concentration sans jugement. Et donc, une trentaine de ces personnes vont ensuite être renvoyées vers Dora et ses commandos. Et puis enfin, parmi ces personnes et ce groupe significatif, plus d'une vingtaine de déportés du train de l'Ost. On a aussi évoqué avec Yves Le Maner ce convoi, ce dernier convoi massif parti de la région le 1er septembre 1944. Alors, les déportés du train de l'Ost, ils arrivent dans des conditions particulières. Certains ont été affectés dans ce qu'on appelle des brigades volantes ferroviaires, des Einsatzbahnbrigades, c'est-à-dire que ce sont des commandos de détenus de Dora qui sont logés directement dans un train et qui sont envoyés réparer les voies ferrées, notamment les voies qui servent à emmener les fusées vers les différents sites de tir en 1945. Et puis une partie, en fait, qui a été transférée sur la Baltique, sur l'île de Peenemünde, au mois d'octobre 1944, sera évacuée au mois de mars 1945 vers le camp d'Elrich, qui est une dépendance de Mittelbau. C'est comme ça qu'il passe quelques jours dans ce complexe de Mittelbau-Dora en 1945. Et puis, si on s'intéresse, alors je vais avancer un petit peu parce que je vous avais mis, je reviendrai un petit peu en arrière après, mais je vous avais mis ici, si on s'intéresse aux personnes originaires du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire, j'entends selon une définition stricte, c'est-à-dire des gens qui étaient domiciliés dans les deux départements à l'époque, mais qui ont été arrêtés et déportés depuis une autre région, on trouve une part assez significative de jeunes hommes qui quittent la région et qui vont, comme beaucoup de France, au moment en particulier de l'instauration des premières lois sur le travail, en septembre 1942, puis le STO en février 1943, ils vont tenter de franchir la frontière espagnole. Alors, selon les cas, pour échapper à ces réquisitions et partir en Allemagne pour le travail forcé, et pour d'autres, évidemment, aussi avec l'intention de rejoindre l'armée du général de Gaulle en Afrique du Nord et pouvoir continuer le combat contre l'occupant allemand. Donc, c'est le cas ici, vous avez une photo de Marcel Sevin, qui est une photo prise évidemment à son retour, en tenue, qui était de Divion dans le Pas-de-Calais, qui va se faire arrêter à la frontière espagnole et qui sera transféré au camp de Buchenwald au mois d'octobre 1943, puis très rapidement au camp de Dora, où il survivra, mais reviendra blessé, très, très affaibli. Et on a la chance, grâce aussi à ce projet, que la famille de Marcel Sevin nous est confiée ici à la coupole la tenue de Marcel Sevin. Donc, ça permet aujourd'hui de travailler aussi avec des traces tangibles de cette déportation et faire le lien aussi avec cette histoire locale. Donc, sur ces cas aussi originaires d'autres régions, mais arrêtés d'Entrozone, il faut signaler aussi le parcours intéressant de ces 92 travailleurs forcés ou prisonniers de guerre qui sont déjà sur le territoire du Reich au moment où ils sont arrêtés. Ce sont des prisonniers de guerre faits en 1940 au moment des combats et qui, alors certains vont s'évader, être repris, envoyés dans des camps, mais pour la majorité, ce sont des gens qui ont obtenu le statut de transformé en 1943. Vous savez, là encore, on voit la responsabilité du gouvernement de Vichy qui va permettre à ces militaires qui normalement étaient protégés par la Convention de Genève
de perdre ce statut de protection des prisonniers de guerre et de passer sous le statut de travailleurs forcés en Allemagne, mais qui du coup perdent cette protection et en cas d'infraction, de refus de travail, de résistance ou d'évasion ou autre raison, vont être arrêtés par la Gestapo et pour certains envoyés en camp de concentration. On voit que c'est loin d'être négligeable pour le Nord-Pas-de-Calais, avec moins d'une centaine de personnes qui vont connaître, pour certains, des grandes rafles lancées dans des entreprises en 1943, souvent des rafles qui frappent des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de Français, notamment des gens de Calais qui travaillaient dans les filatures de Calais avant la guerre, qui vont être requis selon la loi de septembre 1942 et envoyés dans des usines, notamment à Friedrichshafen, où ils travaillent déjà sur des éléments, des pièces détachées de fusées V2. Et on va voir la Gestapo au mois d'octobre 1943, au moment où Dora est créée et au moment où l'usine, on décide de centraliser la production de ces fusées à Dora, on va voir la Gestapo faire éruption dans ces usines et rafler 100 ouvriers qui travaillaient déjà dans ces usines et les envoyer directement au camp de Dora, où ils passent du statut de travailleur forcé au statut de déporté sans évidemment qu'on leur demande leur avis. Et puis des arrestations ponctuelles de travailleurs volontaires, travailleurs du STO qui sont en Allemagne et qui, certains cherchant à s'évader, à rejoindre la France, vont être ou faire du sabotage, organiser de la résistance en Allemagne, vont être arrêtés dans différents secteurs d'Allemagne et envoyés vers le camp de Dora. Et puis, cas qui peut paraître anecdotique, mais aussi significatif des premières déportations massives depuis la France, le cas de Cyril Chaumette, ce militant communiste de Saint-Omer, portant la mémoire communiste et militante, résistant, et qui est déporté dès le mois de juillet 1942 dans ce fameux convoi des 45 000, le convoi dirigé vers Auschwitz depuis Compiègne, dont les détenus sont tatoués d'un numéro dans les 45 000 et qui va, du fait de l'évacuation d'Auschwitz en 1945, se retrouver lui aussi au camp de Dora en 1945 et disparaîtra au moment des marches de la mort. Donc on voit ce travail, si on s'intéresse plus particulièrement au cas du Nord-Pas-de-Calais, il permet d'aborder toutes ces mémoires de la déportation de répression. Et puis pour terminer, parce que c'est aussi le cas, je vous disais que ce travail permet d'aborder toutes les mémoires de la déportation, et c'est le cas pour le Nord-Pas-de-Calais, avec aussi, et là je renvoie au travail et aux notices de Laurent Sellier, le cas des Juifs du Nord-Pas-de-Calais. Dans le convoi du 11 septembre 1942, grâce au travail de Laurent, on a pu identifier 3 Juifs partis dans ce convoi et qui se retrouvent également au camp de Dora. C'est le cas notamment de Nathan Alperne, qui fait partie des rares rescapés de ce convoi. Et puis enfin, autre déportation dite de persécution, c'est Zigan, parti dans le convoi étudié par Monique Edbeau, près de 22. Donc Monique Edbeau a signé les notices de ces 22 Zigan et a apporté aussi évidemment un enrichissement important à ces histoires. 22 Zigan qui vont arriver, qui vont être transférés d'Auschwitz avant la destruction et l'extermination du camp des familles d'Auschwitz en août 1944, qui sont transférés à Buchenwald pour la plupart au mois de mai 1944 et affectés au commando de Dora et principalement au commando d'Elrich ensuite, qui est particulièrement meurtrier aussi, où plus de la moitié va disparaître en déportation. Bien, merci Laurent pour toutes ces précisions. On voit finalement 400 personnes issues de la région Nord-Pas-de-Calais. On voit la complexité, notamment de la raison de leur déportation. Finalement, là, on a un échantillon de 400 personnes, mais si on étend à l'ensemble des déportés partis de France, on atteint le chiffre de 9000. Finalement, là, ici, il y a 2 questions qui se posent. Bon, toutes ces personnes, toutes ces histoires, toutes ces mémoires sont rassemblées dans ce livre gigantesque qui est un véritable pavé. Peux-tu nous rappeler finalement quelle est l'origine de ce projet? Et une fois que tu nous as rappelé cette origine, est-ce que tu peux nous préciser quelles ont été la méthodologie et les sources que tu as utilisées? Parce qu'on s'est rendu compte là en t'écoutant que en fait finalement c'est la déportation, le processus des différentes déportations est très complexe. Donc quelle méthodologie as-tu mise en place?
Alors, sur l'élément déclencheur, je dirais, de ce projet, hein, ça date de plus de 22 ans, hein, 1998, ici à la Coupole, et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de ces scientifiques et de la récupération de ces scientifiques. Vous le savez, la majorité de ces scientifiques ont été récupérés par les puissances alliées, américaines et françaises, même si leur responsabilité dans ces crimes était connue, notamment par les Américains. Mais évidemment, à partir du moment où il s'agissait pour ces puissances alliées de récupérer ces compétences, ces cerveaux, d'essayer d'en priver évidemment les soviétiques pour éviter qu'ils puissent développer aussi ces armes, il a fallu très très vite essayer de cacher en fait la responsabilité de ces scientifiques, cacher l'existence même du camp de Dora. Et donc, on va s'apercevoir que ce camp, il va avoir évidemment beaucoup plus de mal que les autres grands camps à se forger une mémoire collective dans l'espace, en particulier en France. Et en fait, c'est un peu un constat ce constat et une lacune qui va lancer l'idée de ce projet. Alors d'abord l'effacement volontaire, hein, une volonté politique des Américains. Je ne reviens pas dans le détail, mais on pourra en reparler dans les questions, mais vraiment d'effacer l'histoire de ce camp et ce lien avec ces scientifiques et l'histoire de ces fusées. Il va essayer de comblé évidemment par les travaux des amicales qui vont se créer, l'amicale Dora-Ulrich, l'association Buchenwald Dora et Commando, mais il faut dire que jusqu'en 1997 et la publication du livre d'André Sellier, Histoire du camp de Dora, qui va enfin permettre d'avoir un livre d'histoire, hein, j'entends, il y a évidemment beaucoup de témoignages qui ont déjà été publiés, certains très, très précieux et très intéressants, mais il faut attendre cet ouvrage réalisé par André Sellier, qui est à la fois un ancien témoin, déporté résistant au camp de Dora, mais qui est surtout un historien, qui a une formation d'historien, et c'est vers lui, naturellement, que l'amicale Dora-Ulrich se tourne pour écrire ce livre. Ce livre, il est toujours une référence aujourd'hui. Hein, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à le lire. C'est évidemment une explication et une mise en perspective très brillante de ce camp si complexe, avec toutes les perspectives autour de cette histoire. Mais André Sellier fait aussi un constat assez troublant qui vaut en fait pour toute l'histoire de la déportation en France à ce moment-là. Hein, c'est le fait que en 1998, on est toujours incapable de savoir combien. Alors, à l'époque, on parle de Français. Aujourd'hui, on parle déportés de France, sont passés par ce camp, d'où ils étaient originaires, pourquoi ils avaient été arrêtés, et surtout combien sont morts et ce qu'était devenu la cohorte des survivants. Et c'est un peu ce constat, cette lacune qui va inciter Yves Le Maner et André Sellier à… On est au moment où Yves Le Maner travaille pour le Métron, commence à travailler depuis assez longtemps à la rédaction. On a déjà perçu à ce moment-là l'intérêt de ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire l'étude des parcours individuels. Ce n'est pas uniquement un travail de mémoire qui permet de rendre hommage, mais c'est aussi qu'on se rend compte que travailler sur des parcours, des dizaines, des centaines, des milliers de parcours, ça permet de combler des lacunes archivistiques et de comprendre des phénomènes plus larges, parce que quand vous avez 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui ont connu le même phénomène, eh bien, vous arrivez à comprendre des phénomènes un peu plus complexes que les archives, malheureusement, manquantes ne permettent pas d'expliquer. Donc, on est dans ce contexte-là, et à l'occasion, en fait, d'une assemblée générale de l'amicale Dora-Ulrich, hein, cette amicale qui a été aussi un élément porteur aussi de la création du projet à la Coupole, hein, pour que cette histoire de Dora elle soit présente. Et il faut se rappeler que dans les années 90, au moment où il y a ce projet à la Coupole, il y a une forte inquiétude des déportés, mais aussi à l'étranger, de voir naître dans le Pas-de-Calais un musée à la gloire de Wernher von Braun, à la gloire de ses fusées, et qu'il s'agit de ne pas oublier évidemment ce passé sombre de la déportation et des morts de Dora. Donc cette amicale et ces déportés, ils sont présents pour être vigilants et apporter évidemment leur connaissance. Donc, en 1999, l'amicale se réunit à Saint-Omer, fait son assemblée générale à la Coupole, et c'est à ce moment-là qu'Yves Le Maner et André Sellier lancent un peu comme un défi cette idée de faire un dictionnaire biographique des Français de Dora qui permettra de combler cette lacune, d'abord pour redonner une trace tangible à ces personnes, notamment aux disparus en particulier, et puis aussi pour avoir une connaissance encore plus grande de l'histoire de ce camp et de cette population. Je ne reviens pas sur l'histoire de la Coupole, on en a parlé, mais aussi cet engagement et ce lien avec la Coupole, il va aussi expliquer pourquoi est-ce que 2008, 2 ans plus tard, cette assemblée, cette association, cette amicale, pardon,
Dora Elrich, ces déportés vont voter solennellement au moment où cette association se dissout pour s'intégrer dans la Fondation pour la mémoire de la déportation. Ils vont souhaiter que leur mémoire, leurs archives ne soient pas conservées à la BNF ou ailleurs à Paris, mais qu'elles soient conservées à la Coupole parce que c'était fondamental pour eux que cette mémoire et ces archives soient conservées. Alors, ces documents qui sont très intéressants, qui sont très riches, l'amicale est créée dès 1945, donc vous avez toutes les archives du travail de cette amicale, c'est-à-dire dès 1945, le lien créé entre les familles, les disparus et les survivants, et puis évidemment tout ce que vont faire ces différentes amicales, le travail de collecte de témoignages, de preuves contre les criminels, et puis aussi la participation de ces hommes à l'Union européenne, à la fraternité entre les peuples, les liens avec l'Allemagne, la création des mémoriaux en Allemagne, enfin, tout se retrouve dans ces archives, le travail des scientifiques. Ça va être évidemment une source qui va nous servir dans le cadre de la réalisation de ces notices. Mais malgré tout, ça ne sera pas forcément la source principale. Alors, je reviens à la question des sources posées par Laurent. Ça renvoie à cette notion qu'il fallait alors, je vous passe les différentes étapes du projet entre 1998 et 2005, mais quand même, une chose importante, c'est que cette question de dire qu'il n'y a pas de connaissance précise du nombre de déportés, elle est valable à l'ensemble des déportés de répression. Il faudra attendre la publication des travaux fondamentaux portés par la Fondation pour la mémoire de la déportation en 2004 pour avoir enfin une statistique fiable de l'ensemble des déportés politiques et résistants, classés selon leur transport chronologique au départ de France. Et déjà, nous avions été intégrés dans ce travail, à travailler avec André Sellier, à travailler avec Yves Le Maner. Moi, je travaillais pour la Fondation à l'époque, pas encore pour la Coupole, pour que dans les parcours du livre mémorial soit insérée la mention de Dora qui est souvent un camp qui n'est pas une première destination. Donc, Dora apparaît dans la colonne pour déjà préparer ce travail de dictionnaire. Et puis en 2005, là, cette fois, je travaille pour la Coupole. Un poste de recherche est créé dans ce but par Yves Le Maner pour relancer ce travail d'identification, de travail autour de Dora, pour aller voir un peu partout, en France, en Europe, en Allemagne, en Belgique, toutes les archives qui sont à disposition pour d'abord identifier. Ce sont ces archives, quelques exemples de ces archives que je vous ai mis sur cette image. On a la chance, je vous disais tout à l'heure, de disposer pour Dora d'une masse considérable de listes, de fiches d'entrée à l'infirmerie, de fiches de transfert, de registres parfois de blocs qui ont été conservés et qui nous permettent de suivre assez souvent de manière très très précise le parcours des déportés dans ce complexe. Vous avez ici aussi une page du registre des morts qui est assez précis. Et puis évidemment, ça c'est un point. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave, je vais vous le dire, mais vous les connaissez certainement. Notre source principale aussi, parce qu'il s'agissait évidemment de ne pas reproduire dans cet ouvrage, c'était une volonté de départ, des fiches froides, administratives, telles que les SS les faisaient dans les camps. Il s'agissait aussi de redonner beaucoup d'humanité dans ces histoires. Et là, il faut saluer le travail des 70 bénévoles qui ont écrit ces histoires pour à la fois respecter évidemment des consignes de vérité historique à partir des documents qu'on a pu leur fournir et auxquels ils avaient évidemment accès parfois directement dans les lieux où ils travaillaient, pour écrire des histoires le plus proches de la vérité historique possible, mais aussi donner de l'humanité à ces histoires en racontant des histoires de vie. C'est un livre d'histoire de vie. Donc, pour écrire ces histoires, notre source principale a été l'utilisation des dossiers conservés au service historique de la défense à Caen. Ce sont près de 8000 dossiers de mémoire qui ont été consultés, photographiés, et ensuite, alors d'abord une base de données a été créée, une très vaste base de données dans laquelle un maximum d'informations vérifiées à partir des listes, à partir des registres, à partir des actes de décès ont été collectés dans une base de données. Et ensuite, à chaque auteur, en fonction des thématiques de travail, en fonction des choix aussi de certains auteurs par affinité, certains ont travaillé sur des convois spécifiques, certains ont travaillé sur des thématiques. Laurent a travaillé sur les Juifs déportés du Nord-Pas-de-Calais, je le disais, Monique Etbo sur les Tziganes, certains, une docteure en histoire qui a fait sa thèse sur les déportés de droit commun nous a signé des notices des droits communs. Voilà, on a aussi essayé d'enrichir ces histoires avec des gens qui avaient des compétences propres dans certains domaines. Donc, ces documents étaient transmis aux auteurs, les extraits de ces bases de données étaient transmis, et avec un cahier des charges pour écrire ces histoires
avec évidemment une relecture systématique pour éviter les éventuelles erreurs historiques, et puis une relecture aussi, une relecture de forme pour ce travail. Au-delà, pour terminer sur la question de ces sources, évidemment, on a essayé, mais ce n'est pas toujours facile, d'avoir un maximum de contact avec les familles, mais il faut se rappeler que d'abord, ce n'était pas un objectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher systématiquement, essayer d'aller chercher systématiquement les familles. Évidemment, on a essayé de communiquer le maximum sur ce projet avant l'édition, hein, par les réseaux, par les publications, évidemment les relais, par les associations, notamment les différentes DT de la FMD partout en France, pour que les familles soient au courant de ce projet et qu'elles nous apportent des compléments, éventuellement des photos quand nous n'avions pas de photos. Et puis les auteurs, alors il y a ce que j'appelle le noyau dur, hein, les gens qui ont écrit après la moitié de cet ouvrage, les bénévoles de la Coupole principalement, et puis certains dans d'autres départements, comme Claude Fabre, hein, qui est elle, mais aussi ici autour de la Coupole, Bernard Doncker, Lionel Roux, Dominique Luquieux, Joël Elbois et Edith Alfred, ce petit groupe a écrit la moitié du livre, mais on a aussi réussi à embarquer dans cette histoire, dans cette aventure humaine, plusieurs dizaines de bénévoles, des gens qui travaillaient dans leur territoire, qui parfois avaient une connaissance très précise de la résistance, de la déportation, avaient déjà travaillé sur les archives locales et qui ont apporté évidemment un enrichissement très très fort dans ces histoires individuelles. D'accord. Donc, je rappelle un travail qui s'est étendu sur une très grande période parce que Laurent, comme il l'a signalé, a commencé ce travail finalement à établir ses listes à partir de 2005 et puis spécifiquement travailler sur le projet à partir de 2008. Bon, il faut savoir qu'un tel projet, ça demande beaucoup d'énergie. Hein, et là, moi, j'ai travaillé avec Laurent, donc je sais quelle énergie dont il est capable pour mener à bien ce projet parce qu'il faut bien imaginer que cela nécessite des fonds, ça nécessite beaucoup de temps et que si aujourd'hui on arrive à ce magnifique ouvrage, ce n'était pas simple au départ. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ça nécessite des centaines, des milliers d'heures. Je sais pas, je pense pas que tu aies calculé, Laurent, déjà pour retrouver tous ces documents dans les archives, etc. Parce que bon, j'ai pu me rendre avec toi plusieurs fois à Caen aux archives du SHD. Il faut imaginer, en fait, ce sont des kilomètres d'archives qui sont présentes, des kilomètres, des masses de papier qu'il faut trier, vérifier, parce que, bon, moi, en tant qu'auteur, et là, je parle au nom des autres auteurs, j'ai vu qu'il y avait quelques noms qui s'étaient affichés, mais il faut bien imaginer que nous, on avait déjà une position déjà assez facile parce que Laurent vous a parlé d'une base de données, donc base de données évidemment qui n'existait pas, qu'il a dû constituer avec des dizaines d'entrées. Donc tout ça, ça nécessite un travail d'archives extrêmement important. Mais en plus de ça, ces bases de données, il nous a fourni des dossiers, alors on ne pourrait pas dire clés en main, mais des dossiers déjà très complets qui nous ont permis d'écrire ces biographies et d'être surtout le plus précis possible. Hein. Il est difficile d'établir une vérité, d'établir un parcours, mais au moins d'éviter les erreurs et d'être le plus précis possible. Alors, cet ouvrage, en fait, les rédactions, tu nous l'as dit, hein, ont commencé véritablement, la rédaction a commencé véritablement en 2014. Et en fait, il y avait une sorte quand même de limite dans le temps. Hein, on ne pouvait pas étendre cela et normalement, la limite fixée, c'est pas normalement, la limite fixée était 2020. Hein, donc, évidemment, ça correspondait à une date anniversaire, celle de la libération du camp de Dora. Bon, malheureusement, le Covid a fait que les cérémonies ont été reportées et d'ailleurs, on a pu y assister seulement cette année, donc en 2022. Mais l'essentiel, c'est que le travail a été réalisé. Pourrait-il nous faire, dans un premier temps, un bilan mémoriel de tout ce travail qui a été réalisé? Ouais, alors ça me paraît important depuis la sortie du livre. Alors, je dois dire que les auteurs et tout le travail avait été fait. On était à l'heure, évidemment, pour que le livre soit disponible pour le mois avril 2020. Et le Covid nous a évidemment, comme beaucoup de projets empêché de respecter cette date. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on s'est bien rattrapé après. Et donc, à partir de la rentrée 2020, donc le livre a été disponible. Mais évidemment, on est, grâce à un engagement, j'ai parlé de l'engagement des bénévoles, ça me paraissait important, mais un autre engagement qu'il faut saluer, c'est l'engagement de cet éditeur, parce que sans le Cherche Midi,
il n'y aurait pas de livre aujourd'hui. Tu l'as dit, ça a été un projet aussi financièrement très important, et en particulier l'édition, hein, réaliser cet ouvrage de plus de 4 kilos, de plus de 2600 pages. C'était aussi une gageure, et on a eu, alors j'aime pas trop parler de chance, mais suite à un magnifique article qui est paru dans le JDD au mois d'août 2018, on a été repéré par Philippe Héraclès, le président fondateur du Cherche Midi. On avait déjà contacté certains éditeurs, hein, de gros éditeurs, mais c'est-à-dire que jusque-là, on n'avait pas eu beaucoup de succès. Et l'engagement du Cherche Midi, il est allé beaucoup plus loin, parce que non seulement réalise de l'ouvrage à un prix relativement modéré par rapport au volume de l'ouvrage, hein, 49 € pour un ouvrage qui normalement coûterait plus de 100 € au regard du format. C'était important pour les familles, pour pouvoir en acheter des supplémentaires, et puis aussi pour qu'il soit abordable pour les CDI des établissements scolaires. Je pense qu'on reviendra aussi au côté outil pédagogique, qui est évidemment fondamental dans ce travail. Mais donc, le Cherche Midi, Philippe Héraclès, non seulement a pris le pari de financer l'intégralité de cette édition, mais surtout a décidé qu'il fallait faire quelque chose de particulier pour les familles. Et donc, il a fait fabriquer 9000 exemplaires de cet ouvrage, numérotés, qui ne sont pas destinés à la vente, et que nous remettons aux descendants des 9000 déportés de Dora que nous pouvons rencontrer. Donc, ça veut dire que ce que je vous disais tout à l'heure, identifier les familles n'était pas forcément un objectif pour les auteurs, pour nous, mais ça l'est devenu. Donc, depuis 2020, on a la chance d'avoir d'autres bénévoles qui se sont intégrés, en particulier surtout un qui s'appelle Patrick Lancelin, qui est généalogiste bénévole et qui nous aide beaucoup à identifier des descendants de déportés de Dora, et ce qui nous permet, avec les structures mémorielles, historiques avec lesquelles on a travaillé un peu partout en France, d'organiser ces cérémonies, on appelle ça des cérémonies de présentation et de remise de l'ouvrage aux familles, et à chaque fois de pouvoir réunir entre 20 et plus d'une centaine de familles. Parfois, ça a été le cas au camp de Royalieu à Compiègne. On l'a fait au fort de Bondu en janvier 2021, si ma mémoire est bonne. Et on le fera encore là, avant l'été. La semaine prochaine, nous sommes à Nantes. Nous serons à Saint-Claude, dans le Jura, où il y a eu beaucoup de déportés de Dora. À Lyon, encore une fois, à Marseille, à Chaumont, en Haute-Marne. Donc tout ce travail de présentation. Je vous ai mis quelques photos. Ici, là, c'était la cérémonie à Orléans. On avait avec un partenaire qui était le musée de Loris, hein, le musée de la résistance et de la déportation, qui avait engagé une équipe d'auteurs bénévoles avec la directrice et un certain nombre de bénévoles du musée, qui ont écrit les notices des déportés du Loiret. Ça fait partie de ces contributeurs et de cet enrichissement local très, très, très important. Et donc, on a pu, avec l'aide du conseil départemental du Loiret, remettre à une trentaine de familles, je crois, l'exemplaire numéroté du livre. Et puis, point d'orgue de cette histoire et de ce projet, il y a 15 jours maintenant, jour pour jour, 77 ans après la découverte de Dora et la libération du camp, la remise très symbolique par des familles d'anciens déportés, une délégation de bénévoles et de personnel de la coupole, et surtout des représentants de la Fondation pour la mémoire de la déportation, Florence Ménil en particulier, et Françoise Bulfet et Jean-Pierre Tiercelin. Françoise Bulfet, qui est présidente nationale des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui ont pu remettre de manière très, très symbolique, mais c'est très fort et c'est évidemment très important dans le cadre de ce projet, l'exemplaire numéro 9000 au mémorial du camp de Mittelbau-Dora, pour que, ça peut paraître très symbolique, mais en même temps, c'était un peu accompagner cet ouvrage, ce numéro 9000, c'était un peu accompagner pour la seconde fois ces hommes dans ce camp, sauf que cette fois, ils n'entraient pas dans ce camp avec un numéro pour y subir de la violence, mais ils vont être rassemblés pour la seconde fois dans ce camp avec leurs noms, leurs histoires, leurs familles. Et donc, c'était important, évidemment, que ce dépôt, cette remise se fasse à ce moment-là, alors que nous étions au cœur des commémorations internationales en présence d'une quarantaine de nationalités et des derniers survivants de ce camp.
D'accord, donc là on le voit, un formidable travail de mémoire. Maintenant, ce livre, évidemment, les distributions vont se continuer à travers toute la France et on espère trouver le plus grand nombre de descendants possible pour remettre le livre et puis également peut-être pour faire connaître l'histoire de la famille parce que peut-être, Laurent, tu pourrais le rappeler là-dessus. Moi, j'ai assisté à quelques-unes de ces remises et en fait, ce qui est particulièrement frappant et très émouvant également, c'est la façon dont ces familles reçoivent l'ouvrage, parce que il y a non seulement évidemment le fait que l'histoire de l'arrière-grand-père, du grand-père soit gravée maintenant dans ce livre, parce que là on peut imaginer, enfin le livre va être conservé évidemment à la Bibliothèque nationale, donc il est présent dans les archives pour des siècles. Là c'est important, mais en même temps, moi ce qui m'a frappé, c'est aussi le fait que les personnes puissent se rendre compte de l'histoire, voire corriger parfois ce qui leur avait été transmis. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus sur l'importance de ce livre pour les familles? Oui, alors déjà, on prend j'ai envie de dire, de plein fouet aussi, hein. On ne s'y attendait pas forcément, même si on savait qu'il y avait une attente quand même d'un certain nombre de familles, parce que certaines de ces familles étaient impliquées déjà dès le lancement du projet, dans les années 90. Des enfants de déportés de Dora, encore survivants, ont participé à l'époque où il y avait encore beaucoup de déportés, à cette assemblée générale ici à la Coupole, puis aux grandes manifestations en Allemagne après la chute. Chute du mur, ont accompagné ces anciens déportés à Dora pour ces commémorations. Et ce projet, c'était évidemment important. Et on voit aujourd'hui sur ces cérémonies, oui, des familles qui souvent découvrent ces histoires, parfois corrigent, évidemment. On a, du fait de l'accès aujourd'hui aux archives, ça a permis aussi de préciser souvent les choses, notamment dans le cas des disparus ou des décédés. On arrive à affiner et à répondre parfois 77 ans. Je vous citerai un exemple qui me paraît, qui nous-mêmes nous a surpris, mais qui a donné un sens à ce travail assez inattendu. Mais nous avons été contactés il y a moins d'un an par un prof de Seesen, une ville en Allemagne, hein, pour nous dire que grâce au livre, il avait identifié un déporté français qui était dans une fosse commune de 23 corps, hein, qui a été créée le 10 avril 1945 par les Américains, 10 corps extraits d'un convoi de Dora, sans qu'on ait jamais pu identifier, aucun nom n'avait été indiqué sur la pierre tombale qui avait été installée le 10 avril 1945. Et grâce en fait au travail de recherche sur le dictionnaire, on avait pu identifier 3 Français en fait qui sont dans cette fosse commune. Et au moment de ces cérémonies, on a pu organiser le 9 avril dernier une cérémonie sur le lieu même de cette pierre tombale, de cette fosse commune. Et grâce au travail de lycéens du lycée de Seesen, les lycéens ont traduit les notices en allemand. Il y a eu une lecture franco-allemande de ces notices par ces lycéens. Et le lycée a fait fabriquer trois tombes en bois sur lesquelles, pour la première fois, 77 ans, les noms de ces 3 Français apparaissent. On avait réussi à identifier 2 des 3 familles qui ont pu être présentes. Il faut imaginer ce fils de 84 ans. Alors, lui savait que son père était dans cette fosse. Il nous a dit, j'ai jamais pensé à revenir. Il n'y avait pas de nom, il pensait qu'il n'y avait rien. C'est dans un tout petit village. Et 77 ans pour lui, après cet événement, dans lequel il a fait venir ses enfants et ses petits-enfants, il nous a expliqué que c'était l'enterrement de son père 77 ans après. Quand nous lui avons envoyé le mail en lui expliquant, là, grâce encore à Patrick Lancelin, qui a réussi très rapidement à identifier ce monsieur, il nous a expliqué que notre mail, en lui disant, voilà, il va y avoir une cérémonie, le nom de votre père va être installé pour la première fois à cet endroit, 77 après. Pour lui, ça a été un flash dans lequel il a vu le corps de son père sortir d'une fosse commune dans laquelle il était enchevêtré avec différents corps comme un animal. Et pour la première fois, 77 ans après, il était dans une tombe individuelle et il pouvait enfin faire son deuil. Je pense que cet exemple-là particulier qui mêle encore en plus un travail de scolaire allemand sur cette thématique, ça donne évidemment un sens assez inattendu, je pense, pour l'ensemble des auteurs sur les répercussions de ce projet.
Alors justement, tu évoques le fait tu évoques les scolaires. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que ce livre, maintenant, il faut le faire vivre, ce n'est pas seulement un livre de mémoire qui doit être dans les archives ou dans les bibliothèques, mais le but, c'est que cet ouvrage puisse servir à la transmission de la mémoire de tous ces hommes. Est-ce que tu pourrais nous parler des différents projets pédagogiques qui existent autour de ce livre depuis déjà dans certains de ces projets quelques années. Oui, alors, ça a été je dirais que c'est un objectif qui est devenu, qui est devenu apparent et évident à partir de 2015-2016. Ce n'était pas forcément au départ quelque chose auquel on avait forcément pensé. Il y avait dès le départ un engagement, un objectif très mémoriel, hein, rassembler ces hommes pour la première fois dans cette espèce de mémorial de papier, alors qu'il n'existe pas de mémorial mémorial en bronze ou en pierre sur lequel est inscrit le nom de ces hommes. Objectif scientifique et historique, hein, en travaillant sur ces histoires pour mieux comprendre évidemment la déportation et tous ces éléments. Mais c'est vraiment en 2016, oui, qu'on a senti l'intérêt que pourrait avoir ce travail dans le cadre de transmission et de travail autour évidemment de cette mémoire de la déportation, du parcours, autour de notions assez différentes, notamment l'engagement. On travaille beaucoup évidemment avec des scolaires aujourd'hui sur la question de l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on s'engage? La question des choix aussi, hein, les choix qu'on peut faire dans un contexte particulier. L'histoire du camp de Dora, elle renvoie aussi à d'autres notions. On a beaucoup parlé des archives des camps, ces fiches, ce système administratif poussé jusqu'au boutisme par les SS de fichage en notant des informations individuelles, des adresses, les noms des parents, les origines et tout ça, ça renvoie à des choses très, très actuelles, la collecte des données individuelles. Qu'est-ce qu'on fait de ces données individuelles? Que peuvent faire des États en fonction de leurs objectifs politiques de ces différentes données individuelles? Donc, ça renvoie aussi à des notions qui peuvent être évidemment intéressantes pour des enseignants à travailler avec des élèves. Alors, d'abord, un outil fondamental pour travailler sur ces parcours, je vous ai mis deux photos différentes, c'est cet index. Ça a été un choix de pouvoir de faciliter aussi le travail dans les différents départements en se disant qu'aujourd'hui, les enseignements, il s'agit souvent de réincarner ces histoires en partant d'histoires individuelles, voilà, pour intéresser les élèves, parce que c'est plus facile d'expliquer à des élèves en partant de l'instituteur du village, du boulanger qui a été arrêté pour résistance, du nom sur un monument aux morts ou sur une plaque de rue, et évidemment, à partir de ces parcours individuels, de remonter un peu et d'expliquer évidemment l'histoire beaucoup plus large. Donc, on a choisi d'installer dans cet ouvrage un index dans lequel les 9000 déportés sont classés selon leur département de résidence à l'époque, qui permet à des enseignants dans n'importe quel département. Tous les départements de France sont concernés, il n'y a pas d'exception, ça montre aussi l'ampleur du drame, et ça permet donc à des enseignants de retrouver facilement des déportés originaires de leur territoire et de travailler avec des élèves. Et puis je vous ai mis aussi la partie finale de cet index, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Laurent, la question de ces étrangers. Évidemment, le travail de recherche a permis de montrer que parmi ces 9000 déportés, il n'y avait pas que des Français, il y avait près de 700 étrangers qui avaient été arrêtés en France. Alors certains étaient des gens déjà résidents en France, habitant en France depuis parfois longtemps, hein, des Belges, des Polonais, des Italiens, des nationalités assez plus courantes, assez classiques. Mais aussi, on s'est rendu compte que plusieurs dizaines d'étrangers étaient des gens qui étaient encore domiciliés officiellement, administrativement dans leur pays d'origine et ont été arrêtés en France pour des raisons diverses. Et évidemment, aujourd'hui, travailler avec des élèves sur les questions de migration, pourquoi est-ce que des Allemands quittent l'Allemagne, des Italiens quittent l'Italie dans ces années-là pour se réfugier en France et trouver une éventuelle protection contre la répression ou les persécutions, eh bien, évidemment, travailler à partir de ces parcours d'étrangers, ça peut être aussi intéressant pour faire des comparaisons et des parallèles avec des choses qu'on connaît aujourd'hui sur ces questions de migration de population. Alors, du fait de ce constat et de l'intérêt que pourrait présenter cet ouvrage, a été développé tout un panel, pas trop ce mot, mais plusieurs éléments qui débouchent sur de l'aide à des formations pédagogiques ou des formations à proprement parler. Alors d'abord, il y a les ateliers aussi les ateliers qui sont proposés à la Coupole, hein. Laurent Sellier a mis au point un atelier comment écrire l'histoire d'un déporté de Dora, où il s'agit de faire travailler des élèves, des collégiens principalement, à partir d'éléments d'archives, à voir comment est-ce que
on travaille à partir de documents d'archives, de documents. Comment est-ce qu'on croise ces documents? C'est vraiment important parce que là, ça permet aussi d'aborder la question de la vérification des informations, des fake news. Comment est-ce que travaille l'historien à partir de différentes sources, différentes archives, les choses contradictoires, et comment essayer de tirer le vrai du faux dans différentes archives. Donc là, on est sur la question de l'éducation aussi à l'information, parce que c'est aussi cette question. Cette question de l'éducation à l'information, elle a été aussi au cœur de notre objectif sur ces développements pédagogiques, avec l'idée en 2016 de s'associer avec une professeure d'un établissement de l'Orne qui travaillait déjà avec des élèves en lycée à la pratique de la web radio. Alors, il ne s'agit pas d'utiliser la web radio pour dire c'est un gadget et ça permet de faire travailler des élèves devant un micro. La web radio, d'ailleurs, ça vient d'être porté justement par le ministère pour que ces studios de web radio soient diffusés dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, à ce titre, la Coupole s'est dotée de son propre studio pour pouvoir accueillir aussi des enseignants et travailler sur ces pratiques, avec l'idée qu'on peut, avec cet ouvrage, travailler sur d'abord à développer les connaissances avec des élèves sur cette période de la déportation, en utilisant la web radio. Parce que la web radio, ça permet de développer des compétences, l'écrit, parce que vous ne faites pas une chronique de radio sans la préparer et l'écrire avant, la pratique de l'oral, qui est aussi aujourd'hui fondamentale dans les pratiques scolaires, parce que si on apprend à marcher, on n'apprend pas forcément dans le cursus scolaire à prendre la parole en public, à poser sa voix, à se tenir pour parler. Donc la web radio, ça permet de développer ses compétences. Ça permet aussi de travailler en groupe, parce qu'il faut évidemment respecter le travail des autres, travailler en commun pour préparer une émission de radio. Donc c'est une première tentative qui a été faite ici à la Coupole en 2016 à l'occasion des premières journées d'études qui avaient été organisées ici en amont évidemment de la sortie de l'ouvrage, en présence des bénévoles, des premières familles, des partenaires qui étaient là. On avait eu ces gens de l'Orne avec cette professeure qui était venue pour montrer ce qui pouvait être fait et qui avait fait une émission en direct depuis la Coupole. Donc l'idée a été de créer une formation qui est inscrite aujourd'hui au plan académique de formation dans différentes régions. On a pu la faire pour la première fois ici à la Coupole avec des professeurs de l'académie. C'était au mois de décembre, si ma mémoire est bonne. C'est une formation de 2 journées, à la fois théorique et pratique. La première journée, c'est vraiment théorique, à la fois sur une remise à niveau sur l'histoire de la déportation, sur les formes, mais évidemment en accent sur le particulier de Bora et de ce livre, en partenariat avec le service historique de la défense de Caen, où Alain Alexandra, qui est responsable du site, vient, alors qu'en fait à Caen, évidemment, il se place, mais se déplace et vient présenter des archives originales de Caen pour montrer aussi comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les sources et les archives à disposition. Et on avait ici évidemment aussi les archives de la Coupole, la Fondation de la Résistance qui est partenaire de ce projet et qui vient aussi montrer les ressources. On travaille évidemment beaucoup sur des résistants déportés, donc c'est une formation qui agrège ces différents partenaires et qui est proposée aujourd'hui dans l'Académie de Caen, dans l'Académie de Lille, et qui a aussi été mise en place dans l'Académie de Franche-Comté. C'est vraiment un support intéressant pour développer et partager, parce qu'il s'agit aussi pour nous de porter le fait que cet ouvrage puisse être à disposition des enseignants, en particulier dans les collèges et dans les lycées. Donc là, il faut saluer l'engagement de certains départements, le Pas-de-Calais, mais l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la région des Hauts-de-France, qui est la seule à l'avoir fait, mais qu'il faut saluer, qui a décidé de le proposer en dotation dans les CDI des lycées de la région, pour que cet ouvrage devienne un outil pédagogique. On a le soutien dans ce cadre du rectorat de Lille. Il faut saluer le soutien notamment de Stéphane Henry, l'inspecteur d'histoire-géographie, qui est là évidemment pour cautionner l'intérêt pédagogique de cet ouvrage. Donc on est évidemment satisfait, parce que pour nous, c'est évidemment un objectif fondamental. Ça donne une portée et puis une vie après cet ouvrage qui est évidemment fondamentale dans le cadre de transmission et de travail autour de cette mémoire et de cette histoire. Et puis pour terminer, avec Laurent, dans le cadre de la Coupole, notre participation à la réalisation de la brochure pour le CNRD tous les ans. Dans la dernière brochure, il y avait une page qui était consacrée spécifiquement à Dora et qui renvoie aussi à ce travail de dictionnaire. Et puis d'autres supports que vous avez ici présentés, notamment la BD avec le travail de Robin Walter sur sa BD Casette Dora, et plus récemment sur la mise en parallèle du personnage de Werner von Braun avec sa période américaine et sa période nazie.
ou enfin le travail à partir de l'écriture, notamment de l'écriture de pièces de théâtre, avec le travail de Jean-Pierre Tiercelin et sa pièce de l'Enfer à la Lune. Donc on a aussi tout ces supports différents qui permettent d'accrocher un public scolaire différent et qui peut être intéressé par ces thématiques grâce à ces supports. Je te remercie, Laurent. On pourrait compléter rapidement, mais je vois que l'heure tourne et on va laisser peut-être quelques questions. Mais en fait, il y a également les voyages de mémoire que la Coupole organise en collaboration avec le Pas-de-Calais. L'idée étant rapidement, peut pas prendre trop de temps, mais de sélectionner un certain nombre de collèges, de volontaires, bien évidemment, et de façon à envoyer des élèves qui, après avoir travaillé sur place à la Coupole, vont se rendre dans les camps de Buchenwald et Dora et témoigner auprès de leurs élèves de ce qu'ils ont compris sur l'histoire de la déportation. Voilà, donc là, je vais faire très vite et je vais maintenant laisser les différentes personnes qui assistent à cette réunion Zoom, peut-être la parole pour voir si elles ont des questions à poser à Laurent Thierry. N'hésitez pas à utiliser la petite main ou bien à prendre la parole. Le micro. Oui, non, mais je voudrais avoir... Voilà, il y a monsieur, voilà, je ne sais pas qui fait le modérateur, c'est moi dans ces cas-là, donc il y a monsieur Strosweich, je ne sais pas si j'écris bien j'appelle bien, je prononce bien votre nom. Voilà. Jean-Pierre Strowels, merci beaucoup. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion de dire à monsieur Thierry l'admiration et pour toute l'équipe de ce travail fantastique. J'ai une petite question puisque nous arrivons à la fin de ce séminaire qui est peut-être pas directement sur Dora. Y a-t-il aujourd'hui un travail, une continuation du travail du livre mémorial de la Fondation pour la mémoire de la déportation? Ce que je vois en ligne, c'est des biographies qui datent de 2013, les plus récentes. Oui, enfin, je peux répondre parce que je vois régulièrement Arnaud Bouligny qui est à Caen et qui est chargé du… D'abord, bonjour, monsieur Stroveis. Est-ce que vous pouvez couper l'écran, s'il vous plaît, partager? L'écran partagé, oui. Oui, c'est vrai. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que le dictionnaire est disponible à Yad Vashem, je crois, et on en est évidemment très, très honoré et très heureux. Pour répondre à votre question, oui, il y a un travail qui est en cours par la Fondation justement d'harmonisation des bases et de collecte de données et qui est réalisé par Arnaud Bouligny qui est à Caen en ce moment. Et donc, il y a une édition numérique qui est prévue, mais je ne sais pas exactement pour quelle date, mais c'est un travail qui est en cours. Ok, merci. Il y a une question sur le camp d'extermination d'Auschwitz, savoir si le même travail a été fait ou est en cours. Comment ça? Existe-t-il une même étude? Il y a une question. A priori, de dictionnaire biographique avec si vous avez eu l'occasion de regarder le livre, allez voir les notices. On a vraiment essayé d'entrer dans le détail, à la fois l'histoire familiale, l'histoire de la résistance, le parcours en déportation très très détaillé. On est allé jusqu'à chercher les dates d'entrée à l'infirmerie parce que ça donnait aussi des informations intéressantes. Sur un tel niveau de recherche et un tel niveau de détail, ça n'a jamais été réalisé pour un camp ou pour une population d'un camp jusque-là. Il y a des exemples, il y a évidemment le Métron, mais là, qui regroupe des populations très, très différentes. Il y a le dictionnaire des fusillés, aussi du Métron, ou le mémorial qui avait été fait aussi, on avait contribué pour la Coupole, le mémorial des cheminots victimes de la répression, mais là, les notices sont beaucoup plus synthétiques et beaucoup plus courtes. Alors, c'est vrai que le projet a tendance à donner des envies. On nous demande de temps en temps si on a l'intention de faire la même chose pour les 70 000 autres déportés politiques et résistants qui restent, mais bon, je ne pense pas que ça soit dans les cartons à la Coupole. Et puis, il faut aussi rester cohérent. C'était un projet cohérent par la Coupole, ça avait du sens parce qu'il y avait ce lien avec Dora, avec l'histoire de ces fusées. Je ne pense pas que la Coupole soit motivée aujourd'hui pour lancer un projet d'une telle ampleur. Et j'espère que peut-être d'autres structures. Je sais qu'il y a un projet notamment pour un des camps d'internement en France, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Voves,
qui est en cours aussi pour réaliser une étude biographique des détenus. Vous avez un projet aussi similaire sur lequel on a aussi travaillé suite au dictionnaire d'Horace, qui est porté par la Fondation Arnaud Bouligny et l'Université de Caen, un dictionnaire biographique des victimes de la répression en Normandie. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui sera publié dans les années à venir. Donc c'est vrai que ça a donné l'envie et peut-être l'idée à certaines structures, certaines associations de se lancer dans des projets un peu similaires. Et tu peux peut-être aussi ajouter, Laurent, notre volonté de créer un ouvrage historique, parce qu'à partir de l'histoire de chacun de ces déportés, ce livre leur a permis à la fois de sortir de l'oubli et en quelque sorte de leur redonner vie, mais maintenant également, il y a un intérêt historique à avoir compilé toutes ces histoires. Oui, alors c'est vrai que dans ce dictionnaire, ce n'était pas la place. Je vous renvoie au texte d'introduction. Il y a un texte d'introduction dans lequel on a essayé de faire un point très synthétique sur qui était dans le livre, comment évidemment avait été réalisé ce projet et de dresser un premier portrait très général des déportés de France passés par le camp de Dora. Mais évidemment, ce n'était pas le lieu pour une étude plus poussée, plus détaillée sur des thématiques propres. Et on a évidemment l'objectif, j'espère pour 2023, fin 2023, de publier un ouvrage cette fois plus historique qui serait, alors avec toute la modestie évidemment qu'on peut avoir, qui serait une sorte de complément du travail d'André Sellier, parce que à partir évidemment de toutes ces archives, de toutes ces recherches, du travail qui a été mené par beaucoup de gens aussi pour ce travail, on a évidemment des choses nouvelles à apporter sur la compréhension à la fois de la répression, de la résistance, de la déportation sous toutes ses formes, et puis évidemment de l'utilisation de ces hommes dans le système concentrationnaire, avec par exemple des études sur la sociologie, sur ces déportés. Joël Helbois travaille sur la question de la fraternité entre les détenus. Il y a des choses nouvelles à apporter, évidemment, sur la question des persécutions des Juifs. Je sais que Laurent aussi à partir de l'analyse de ces gens passés par Dora, il y a beaucoup de choses à apporter. Moi, je travaille beaucoup sur le fonctionnement interne de Dora, le codage, les transferts entre les blocs. Pourquoi est-ce que certains détenus changent de travail, changent de bloc, enfin, vraiment rentrer au cœur de ce système pour mieux encore essayer de le comprendre, l'appréhender et pouvoir du coup l'expliquer aux personnes intéressées et transmettre évidemment aussi aux enseignants et aux scolaires. Bon, je pense que nous devons tous remercier la présentation extraordinaire de ce mémorial de Dora. Merci Laurent Thierry, merci Laurent Sellier pour vous nous avez submergés par la précision et la qualité du travail que vous avez fait. Alors, merci Odile, merci à tous pour votre attention. J'en profite pour saluer tous les bénévoles. Je crois que j'ai vu aussi Jean-François Monet que j'ai pas cité. Donc merci à tous pour votre investissement dans ce projet sans lequel il n'existerait pas aujourd'hui. Oui, alors voilà, notre projet de lundi de la mémoire se termine, je pense, brillamment avec votre présentation. Nous avons voulu cette année innover en utilisant donc ces conférences visio qui nous ont permis de toucher non seulement des collègues du Nord, mais également de toute la France et même de l'étranger. Donc, je pense que c'était une façon de faire connaître un petit peu la spécificité de notre région, rattachée au commandement militaire de Bruxelles, comme nous l'avait présenté Jacqueline Duhem. Également, une mémoire tout à fait spécifique avec cette zone industrielle qui était vitale pour les Allemands, on le sait bien, avec donc ce train des mineurs, premier train de déportés de France en juillet 1941, également le dernier train de déportés parti de Los, le fameux train de Los, également la spécificité de certaines personnalités qui ont joué un rôle national, mais qui ont été, comme Jean-Baptiste Lebas ou Martha Desrumaux,
présentés par des spécialistes, et puis également les 350 déportés de Zigan, hein, qui étaient partis par ce convoi Z étudié par Monique Edbeau. Alors, je vous remercie naturellement tous nos intervenants qui ont accepté de jouer un rôle vraiment précieux dans le cadre de ce travail et qui nous ont donné quand même une vision de la déportation tout à fait historique, je dois dire, hein, car ce que nous avons dû faire, c'est insister sur le caractère historique de nos sources et qui donne la réalité de ce qu'a été la déportation dans la région. Notre but est de dénoncer ce qui a pu être fait, parfois l'instrumentalisation ou la politisation de la mémoire de la déportation, et de réunir dans une démarche commune tous ceux qui s'intéressent ou sont concernés par les déportations de membres de leur famille ou de personnes de leur entourage. Donc, je voulais terminer à la place de Paul Ross, qui également devait présenter une conclusion, mais qui a été également empêché, eh bien, de lire un texte qui a été rédigé par l'ensemble des grandes fédérations qui se sont créées au lendemain de la guerre, la FNDIRP, l'UNADIF, également les différentes associations de la mémoire des camps, et sans oublier naturellement la Fondation pour la mémoire de la déportation ou la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et voilà ce message qui a été rédigé en commun et qui a été lu lors des différentes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière, puisque le dernier dimanche d'avril est en principe consacré à la mémoire des héros et des victimes de la déportation. Malheureusement, dans un certain nombre de communes, les cérémonies ont eu lieu non pas le dimanche, comme c'est habituel, mais d'autres jours à cause des élections présidentielles. Et voilà une partie du texte, hein, je ne lis pas l'ensemble du texte, mais je rappelle que le système concentrationnaire fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et tziganes d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupant, pour des raisons politiques, du fait de leurs origines, de leur religion, voire même de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles. Condamnés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leur garde leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie, mais qui sauva aussi de nombreux autres. Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu'ils prononcèrent à la libération, aux idéaux de liberté, de fraternité, de paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d'une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire, et militaire inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme et de la démocratie. Malheureusement, la résurgence d'idéologies porteuses d'exclusion, les tentatives de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, et qui jette sur les routes d'un exil souvent sans issue et mortifère des milliers d'êtres humains en détresse. Dans un monde où l'on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des guerres, des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Voilà, je vous remercie tous de nous avoir suivis.
Vous allez pouvoir bientôt, grâce à la mise en place de toutes ces conférences qui ont été enregistrées, et elles seront accessibles à la fin du mois sur une chaîne YouTube. Nous vous tiendrons au courant puisque nous avons gardé la liste de vos coordonnées et vous pourrez donc revoir ces différentes interventions. Voilà, je remercie encore 1000 fois les intervenants et je vous remercie de votre présence. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir à tous et merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Merci pour cette Merci belle à conférence. vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir Voilà. à toutes et à tous. Dans la fée.